Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par le groupe de travail Assurance des emprunteurs de l'Institut des actuaires, que j'ai le plaisir d'animer avec Yann Ribourg. Donc, quelques mots de présentation avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce groupe de travail. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 2019, qui regroupe une cinquantaine d'actuaires. L'objectif étant d'échanger sur les sujets techniques autour de l'assurance emprunteur, d'alimenter l'Institut des actuaires, le cas échéant, dans le cas de consultation des pouvoirs publics, et de communiquer sur les bonnes pratiques actuarielles. Donc, le groupe de travail sur l'assurance emprunteur produit régulièrement des travaux sous forme d'ateliers à la journée 100% actuaire, sous forme d'un flash info à peu près tous les trimestres que vous pouvez consulter sur le site de l'Institut des actuaires, sous forme d'un guide réglementaire qui a été publié il y a quelques mois maintenant, qui regroupe l'intégralité de la doctrine réglementaire autour de l'assurance emprunteur, également disponible en ligne. Et enfin, sur des guidelines autour du calcul de la provision pour risque croissant. Et naturellement, un webinaire, plusieurs webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Les thèmes de travail de la saison 2024-2025 sont variés, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a des sujets qui concernent la conception des offres, la segmentation tarifaire, le pilotage le pilotage des risques et des risques techniques. Il y en a d'autres qui concernent le provisionnement et le haut de bilan, comme par exemple l'IFRS 17. D'autres qui concernent des sujets de place, comme la constitution d'un portefeuille de référence. Et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui a été né du constat d'un choc sur les taux d'intérêt, qui est donc l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'équilibre technique. Donc, ce sujet a été travaillé au sein du sous-groupe du SGT 12, sous-groupe de travail, en particulier par les intervenants qui vont maintenant vous le présenter, Clément Afumado, Gatien Chioca et Yannick Papet. Clément et Gatien travaillent tous deux chez Milliman et Yannick travaille chez attends, je me rappelle. Rectelior, excuse-moi. Merci beaucoup Yannick, j'ai eu un petit trou. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Juste un dernier petit mot pour vous signaler que si vous souhaitez participer au groupe de travail, formulaire, un renouvellement des adhésions aura lieu en septembre 2025 par l'intermédiaire d'un mail qui sera publié par l'Institut des actuaires, et on aura le plaisir, Yann et moi, de vous retrouver à ce moment-là pour travailler ensemble sur des sujets qui vous intéressent et que nous choisissons nous-mêmes. Avant de passer la parole à Clément, Gatien et Yannick, simplement une petite question d'organisation. Toutes les questions donc, je vous remercie de les poser dans le chat, et je les soumettrai à Clément, Gatien et Yannick à la fin des différentes parties qui vont constituer la présentation, de manière à ne pas trop bouleverser ou morceler leurs interventions respectives. Donc je me chargerai de lire vos questions et puis de les poser à la fin de chaque partie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, et puis écoutez, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Vincent pour cette introduction. Je vais prendre le relais pour la première partie. Donc effectivement, dans un premier temps, on vous parlera d'un premier impact de la hausse des taux soudaine, qui est la baisse importante des souscriptions crédit qu'on commence à connaître maintenant, et on voit que finalement, il n'y a pas tellement d'évolution depuis ces derniers mois. Et enfin, on rentrera dans le vif du sujet avec l'impact sur la rentabilité d'un contrat et l'équilibre technique d'un portefeuille d'assurance emprunteur. Et on vous présentera un modèle qu'on a réalisé. C'est Gatien qui fera la conclusion. Il vous décrira un modèle qu'on a réalisé pour simuler finalement un portefeuille et essayer de le projeter dans un nouveau rythme de croisière avec des taux à 4% plutôt qu'à 1% comme c'était il y a quelques années. Donc, pour commencer, je vous parlais de l'évolution et du rapport finalement entre les taux d'emprunt, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt et la souscription de crédit.
Donc, le graphique vous présente l'anticorrélation entre les deux, finalement, avec une hausse de la courbe des taux d'intérêt. On était autour de 1 il y a quelques années sur le début de l'année 2022. Et il y a eu une hausse assez importante, assez inédite, hein, finalement, sur l'année 2023 et début 2024, avec un pic qui avoisine les 4% sur le début de l'année 2024. Donc, bien sûr, l'effet direct sur les souscriptions crédit. Bien sûr, on a eu un durcissement des conditions d'octroi par les banques et bien entendu une capacité d'emprunt par les emprunteurs qui est largement réduite en raison de la hausse des taux. On verra dans quelle mesure dans la suite, mais ça a eu un impact sur les souscriptions crédit puisque le marché de l'immobilier finalement n'a pas baissé autant que la capacité d'emprunt des emprunteurs. Donc finalement, sur les mois récents, on a eu un léger rebond, mais très timide par rapport à la baisse qui a été observée entre 2022 et 2024. On a eu moins 68% entre juin 2022 et avril 2024. Donc on a tout simplement divisé la production par 3 et on a une rehausse qui est à côté de cette forte baisse qui est finalement très timide. Donc ça, c'est le premier impact qui est assez connu. Maintenant, on va voir l'impact sur l'équilibre technique d'un contrat et sur la rentabilité avec des résultats qui sont peut-être un peu moins intuitifs. On commence par le décès et la hausse de sinistralité sur le décès. Donc sur le décès, le sous-jacent, c'est tout simplement le capital restant dû, le CRD. Et dans un environnement de taux de 1% à 4%, donc vous le verrez, hein, dans la suite, on va beaucoup comparer un environnement de 1% à 4%. Donc, entre les deux environnements, on a un CRD qui s'écoule pas forcément de la même façon. Dans un environnement à 4%, on a le CRD qui s'écoule plus lentement. Et si on fait le rapport entre le CRD avec un taux à 4% et le CRD avec un taux à 1% à chacune des périodes annuelles, on a bien sûr un CRD qui est plus élevé dans un taux à 4%. Et donc, bien sûr, au début, on commence avec un écart à 0, mais en fin de prêt, on a un écart qui avoisine les 30% sur une durée de 20 ans. Donc ça va avoir un impact sur le risque d'essai. Donc si on prend en compte, disons, un calcul assez grossier en disant que là, un sinistre moyen intervient lorsqu'on pondère par la population présente en considérant les chutes et par les QX. Donc les QX sont plus importants en fin de prêt qu'en début de prêt en raison de l'évolution de l'âge. On a un sinistre qui pourrait aller environ à 8-9 ans avec un impact qui est d'environ 11-12% sur la sinistralité. On verra en détail pourquoi je vous parle de cet impact de 11-12% sur la sinistralité d'essai. Concernant l'arrêt de travail, cette fois-ci, donc c'est plus le CRD qui est le sous-jacent du risque, mais c'est la mensualité. Et la mensualité, elle dépend fortement du taux d'intérêt. Donc, si on prend le premier tableau en haut à droite, le premier tableau présente la mensualité en fonction de la durée de prêt et du taux d'emprunt, avec un taux qui va de 1 à 4%. Et le deuxième tableau indique simplement la différence entre les deux. Donc, la différence avec l'environnement à 1%. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la dernière colonne du tableau. En passant à un taux à 4%, on a une mensualité qui augmente de 15% pour une durée de 10 ans, 23% pour une durée de 15 ans, 31,8% pour une durée de 20 ans. J'insiste sur ce 31,8 parce qu'on va, dans la suite, beaucoup prendre l'exemple d'un prêt de 20 ans qui est le prêt le plus classique. Donc, le 31,8 sur une durée de 20 ans et même 40,1% sur une durée de 25 ans. Et cette hausse de mensualité va impacter directement le risque en arrêt de travail, qui est puisque la mensualité est sous-jacente du risque arrêt de travail. Donc finalement, pour faire un petit récapitulatif de ces deux premiers points, la hausse du risque sur le décès et la hausse du risque sur le travail, risque arrêt de travail, pardon. On commence par le décès en présentant ici le niveau de risque et l'évolution du niveau de risque année après année dans un environnement à 1% et dans un environnement à 4%. Donc, on voit ici qu'en début de prêt, on a un effet de sélection médicale. Les personnes qui empruntent sont très souvent en bonne santé et subissent toute une batterie
de potentiels tests ou au moins une sélection médicale, avec un risque très faible sur les premières années. Ensuite, on a un effet âge qui augmente le risque et cet effet âge qui est ensuite atténué et largement diminué même par l'effet CRD qui diminue. En fin de prêt, on a un CRD qui est très faible, donc on a un risque qui est très faible. Ici, on compare nos courbes entre le risque à 1% et le risque à 4%. Donc, c'est simplement l'écart qu'on vient de voir ensemble sur la différence de CRD entre les deux environnements. Sur l'arrêt de travail à droite, donc cette fois-ci, ici, je précise bien, on a un arrêt de travail. On a un graphique sur l'arrêt de travail qui présente le risque en date de survenance. En date de paiement, on aurait un risque qui serait beaucoup plus étalé sur la droite du graphique. C'est assez important comme point puisque en date de paiement, puisqu'on a le risque qui serait étalé sur la droite de graphique, lorsqu'on va faire intervenir l'effet d'actualisation dans l'analyse, on va voir que sur l'arrêt de travail, l'effet d'actualisation est plus important que sur le décès, puisque la duration des sinistres payés est plus importante en arrêt de travail que sur le décès. Donc finalement, si je reviens sur le graphique qui est présenté ici en survenance, la différence entre les deux courbes, c'est simplement le 31,8% qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'écart de mensualité entre l'environnement à 1% et l'environnement à 4%, puisqu'on est toujours, dans notre exemple, pour une durée de 20 ans. Et ici, on a pris un prêt souscrit par un emprunteur de 30 ans. Donc maintenant, on va faire intervenir, comme je l'ai dit, la hausse du taux technique et l'évolution de l'actualisation. Vous savez que dans les deux environnements différents, 1% et 4%, on n'a pas la même actualisation. On a pris pour hypothèse que le taux d'actualisation était 75% du taux d'emprunt, donc 0,75% et 3%. Donc ici, on regarde simplement l'évolution de la valeur actuelle probable des sinistres entre l'environnement à 1% et l'environnement à 4%. Donc on a deux effets, la hausse intrinsèque de la sinistralité. Ici, on parle du décès. La hausse intrinsèque de la sinistralité est d'environ 11,3%. Donc c'est le 11 ou 12% dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est lié à la hausse du CRD. Et en face, on a la hausse du taux technique qui va diminuer le risque d'essai finalement. Et pour atteindre, lorsqu'on part en base 100, on va atteindre 92 de risque d'essai dans un environnement à 4%. Donc finalement, l'effet taux technique est plus important que l'effet hausse de sinistralité et hausse de CRD. Donc sur le décès, c'est même plutôt positif si on se concentre et on se focalise sur la sinistralité seulement. Sur l'arrêt de travail, les conclusions sont un peu différentes, mais ici, on présente le même principe. On a un effet hausse intrinsèque de la sinistralité qui est lié à la hausse de la mensualité qu'on a vu tout à l'heure. Donc, toujours dans notre exemple, on a 31,8% de hausse liée à l'effet mensualité. Et on a un effet hausse de taux technique qui est cette fois-ci plus important que sur le décès. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est simplement parce que la duration des sinistres d'arrêt de travail est plus importante que la duration des sinistres d'essai. Et dans notre exemple, la hausse du taux technique vient anéantir finalement quasi totalement l'effet de hausse de la sinistralité et on a un quasi maintien de la valeur actuelle probable des sinistres entre l'environnement à 1% et l'environnement à 4%. Donc finalement, on a ensuite, je crois, une planche de synthèse entre le décès et l'arrêt de travail. Donc finalement, si on regarde ces deux graphiques, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose d'alarmant jusqu'ici, au moins sur la sinistralité. Mais bien sûr, on verra que la hausse du taux technique qui impactait à la baisse les sinistres va aussi impacter à la baisse les primes. Et ça, je vais laisser Clément en discuter. Merci beaucoup Yannick. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'impact sur les primes. Donc, pour rappel, il y a différents types de tarification en assurance emprunteur. On en a présenté ici les trois principales. Donc, la tarification en capital initial, où l'assuré va verser une prime qui est constante dans le temps. Ensuite, on a la tarification en CRD H souscription. Cette fois-ci, la prime va être exprimée en taux constant par rapport au CRD. Donc, le montant de prime annuel est adossé au CRD directement. Et enfin, la tarification CRD âge atteint, où cette fois-ci, on a une prime qui est exprimée
en pourcentage du CRD, mais avec un pourcentage qui augmente dans le temps, au fur et à mesure que l'assuré prend en âge. Donc, en fonction des différents types de tarification, on va avoir des effets qui sont différents de la hausse des taux de 1 à 4%. Donc, dans le graphique qui est présenté ici, on prend un contrat et on regarde l'écoulement des primes à 1% et à 4%. Donc, ici, c'est hors effet actualisation et hors effet de rachat. Ce qu'on observe, c'est que pour les primes tarifées en capital initial, il n'y a pas d'impact de la hausse de 1 à 4%, puisque la prime est simplement exprimée par rapport au capital initial et que celui-ci ne bouge pas quand les taux augmentent. En revanche, on a un impact sur les tarifications qui sont exprimées en CRD et qui est lié à la vitesse d'écoulement du CRD qu'a présenté Yannick tout à l'heure. Puisque la vitesse d'écoulement du CRD est plus lente, on a donc plus de primes. Une hausse de primes sur ces tarifications CRD H souscription et CRD H atteint. Donc, on va voir ensuite dans cette planche-là, on ajoute ensuite les effets d'actualisation et les effets de rachat afin d'obtenir la valeur actuelle probable des primes. Donc là, on voit que ça change les résultats puisque sur la valeur actuelle probable des primes exprimées en capital initial, on n'a donc pas de hausse intrinsèque des primes comme on l'a vu précédemment, mais par contre, la hausse du taux technique entraîne une baisse qui est conséquente de la valeur actuelle probable, puisqu'on perd 16,1% de la VAP lorsqu'on passe de taux de 1 à 4%. Sur une tarification CRD H atteint, c'est le graphique de droite qui est présenté, on va aussi avoir cet effet actualisation du taux technique qui a un impact de moins 18 points, mais c'est en partie compensé avec l'impact que l'on a vu à la hausse sur les primes dans la planche précédente, qui est de plus 9,8 points, ce qui fait qu'au final, on a un impact qui est de l'ordre de un peu plus de moins 8 points sur la VAP des primes dans cette tarification. Dans tous les cas, on voit que l'effet actualisation l'emporte sur la hausse intrinsèque liée à la vitesse de l'écoulement du CRD. Donc, on va avoir une valeur actuelle probable des primes qui est inférieure dans un contexte à 4% que dans un contexte à 1%. Donc, si on regarde l'impact combiné des primes et des sinistres via l'indicateur S sur P, on voit les impacts qui sont présentés dans le graphique de droite. Alors, je vais rappeler quand même les hypothèses centrales qu'on a prises pour le calcul des impacts, puisqu'on a pris en fait une tête spécifique. Donc, comme l'avait précisé Yannick, on prend un taux technique égal à 0,75 fois le taux d'emprunt. Donc, dans la version centrale, il est à 0,75%. Puis, dans la version choquée, on passe à des taux d'emprunt de 4% et donc des taux techniques de 3%. Et en ce qui concerne les paramètres de la tête que l'on a pris pour exemple, on a pris un âge de souscription de 30 ans, une durée de près de 20 ans, un taux de rachat annuel constant à 6%, donc qui ne prend pas en compte notamment des rachats qui seraient plus élevés en première année. Et on a considéré aussi pour le calcul du S sur P une marge de 10% en arrêt de travail et en décès. Et donc avec toutes ces hypothèses-là, ce qu'on voit, c'est que l'impact dépend à la fois de la tarification et à la fois du risque. Donc sur l'arrêt de travail, on a un impact qui est beaucoup plus fort, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, l'impact sur les mensualités du crédit de la hausse des taux est beaucoup plus fort que l'impact sur l'écoulement du CRD. Et par ailleurs, comme on l'a vu juste précédemment sur les primes, la tarification a également une influence sur l'impact final, puisque dans le contexte d'une tarification en capital initial, la baisse des primes, de la valeur actuelle des primes est conséquente. On a aussi une augmentation du S sur P qui est conséquente. Donc, si on regarde au global, on a pris ici une hypothèse de ventilation entre prime AT et prime DC qui est respectivement de 58% et de 42%.
on a des impacts de la hausse des taux de crédit de 1% à 4% qui s'échelonnent entre plus 3% et plus 14,7% de S sur P en fonction des tarifications. Donc, toutefois, il convient de préciser que ces résultats sont liés déjà aux paramètres du contrat qu'on a sélectionné, donc l'âge, la souscription, les taux de rachat, ainsi de suite, et aussi à la marge que l'on a considérée. Comme je disais, on considérait une marge de 10%, et si on considère une marge initiale beaucoup plus importante, par exemple un S sur P dans un contexte à 1% qui serait de 45%, alors la hausse du S sur P relative est beaucoup plus faible puisqu'on aurait un impact qui s'étalerait entre 2 et 7,7%. Ensuite, dans la planche suivante, je vous propose de voir l'impact de différents paramètres sur la hausse de S sur P engendrée par la hausse des taux. Donc, on va voir 3 paramètres différents. On va faire des sensibilités sur l'âge à la souscription, des sensibilités ensuite sur les taux de rachat et sur les durées de prêt. Donc, cette première planche présente les impacts pour l'âge à la souscription. Donc, on a 2 effets différents qui expliquent cette forme de courbe. Au début, en fait, entre 25 et 35 ans, l'impact de la hausse des taux diminue quand on augmente l'âge parce que le poids du décès augmente avec l'âge. Or, le décès, comme on l'a vu tout à l'heure, on a moins d'impact de hausse des taux liés au décès que liés à l'arrêt de travail. Ensuite, dans une deuxième partie, donc entre 40 et 50 ans, on a une augmentation de l'impact en fonction de l'âge à la souscription. Et là, c'est lié en fait à la duration de l'arrêt de travail qui diminue à partir d'un certain âge à cause de l'âge de départ à la retraite notamment. Donc, quand on augmente l'âge, on va avoir une baisse de la duration en arrêt de travail, donc une baisse des effets d'actualisation qui sont bénéfiques pour le S sur P, et donc des impacts S sur P plus importants. Ensuite, on a ici des sensibilités sur la durée du prêt, donc entre 15 et 25 ans. Et là, on voit qu'on a des impacts qui vont aller en sens contraire en fonction de si on est dans une tarification capital initiale ou tarification capital restant. Donc, ce qu'on voit pour la tarification en capital initial, c'est que lorsque la durée de l'emprunt augmente, on a un impact sur les S sur P qui est plus fort de la hausse des taux. Donc ça, c'est lié au fait que dans cette tarification capital initiale, on a une duration des primes qui est supérieure à la duration des sinistres. Et donc, l'effet actualisation, il est de premier ordre sur les primes. Donc, quand on augmente la durée du prêt, on a une augmentation de l'effet actualisation et donc une baisse des primes qui est plus forte que la baisse des sinistres, ce qui implique une hausse de l'impact S sur P. En tarification CRD, c'est tout simplement l'inverse en fait qui se produit puisqu'on a une duration des sinistres ici qui est supérieure à la duration des primes. Et donc sur cette tarification CRD H souscription, lorsqu'on va augmenter la durée du prêt, on va avoir aussi une augmentation de l'effet actualisation, mais cette fois, c'est la baisse des sinistres qui va être plus forte que la baisse des primes, d'où l'effet de baisse sur l'impact S sur P. Et enfin, on va présenter un dernier impact dans la planche suivante, qui est sur les taux de rachat. Donc, ici, on a modélisé l'impact de la hausse des taux en fonction des taux de rachat annuels qui s'échelonnent de 0% à 12%. Donc, comme je disais, on a modélisé des taux de rachat qui sont constants. Donc, notamment, on n'a pas modélisé d'impact lié à la loi Lemoine et à des taux de rachat qui seraient plus importants les premières années. Ici, on a fait quelque chose de relativement simple. Et donc, on voit à nouveau que les effets sont contraires en fonction de si on est en tarification capital initial ou de tarification CRDH souscription. Et donc, encore une fois, c'est lié à la duration des primes par rapport à la duration des sinistres.
puisque dans une tarification capital initiale, la duration des primes est supérieure à la duration des sinistres. Donc, quand les taux de rachat vont augmenter, on va avoir la baisse de l'effet actualisation et donc une augmentation des primes qui est plus forte que l'augmentation des sinistres, ce qui implique la baisse de l'impact sur les S sur P. Et à l'inverse, dans la tarification CRD, c'est la duration des sinistres qui est supérieure à la duration des primes. Et donc, quand l'effet de rachat va augmenter, on va avoir une baisse de l'effet actualisation et une augmentation sur les sinistres qui sera plus forte que l'augmentation sur les primes, d'où la hausse de l'impact sur les S sur P. Donc, suite à tous les éléments qu'on a pu vous présenter sur les équilibres techniques, sur un seul contrat, les conclusions, c'est que la hausse des taux impacte fortement l'équilibre technique des contrats. Donc, dans tout ce qu'on vous a présenté, évidemment, c'est hors révision tarifaire, puisque l'objet, justement, de l'étude était de regarder un impact avant toute action de remédiation. Mais du coup, ce qu'on préconise, c'est que les directions techniques engagent des revues de portefeuille et des révisions tarifaires sur ces périmètres. Merci Gatien et Yannick. Donc là, c'est la fin de la première partie. Donc j'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat que je vais vous poser maintenant avant de passer à la seconde partie qui concerne l'impact sur un portefeuille cette fois-ci. Donc les questions, deux questions de Florence Picard que je remercie beaucoup d'assister à ce webinaire. La première, c'est la sensibilité à un autre, sur l'impact du S sur P, la sensibilité à une autre hypothèse de calcul du taux technique par rapport au taux de marché. Là, vous avez retenu un taux technique égal à 75%. Donc Florence se pose la question de est-ce que ce serait sensible si on avait une autre hypothèse. Et deuxième question de Florence, elle s'interroge sur l'hypothèse de 30 ans d'âge à la souscription qui lui paraît jeune. Elle demande si c'est pondéré par les montants. Après, voilà les deux questions de Florence, et puis après je vous poserai les deux autres questions qui sont arrivées. D'accord. Sur la question taux technique, évidemment, oui, l'hypothèse de taux technique qu'on a retenue a un impact qui est considérable sur les résultats, puisque on voit en fait sur les planches précédentes qu'on a un impact de hausse intrinsèque, entre guillemets, qui est lié à l'écoulement du CRD ou à la hausse de mensualité, et à côté un effet taux technique qui, dans le cadre des hypothèses qu'on a retenues, est supérieur à l'effet intrinsèque, et c'est pour ça qu'on a une hausse DS sur P, mais évidemment, si on avait retenu des hypothèses de taux techniques différentes, on aurait des résultats différents. Et notamment si les taux techniques, on les laissait inchangés, mais ce qui ne serait pas forcément réaliste, puisque quand on a une hausse des taux d'emprunt, en général, c'est aussi lié à une hausse des taux techniques. On aurait des résultats qui seraient en sens contraire a priori, du coup, aussi, si on suppose que les taux techniques sont constants. Et voilà, nous, on a pris comme hypothèse que les taux techniques étaient de 75% des taux d'emprunt, ce qui correspond au calcul du taux technique de 75% du TME. C'est pour ça qu'on a retenu cette hypothèse. C'est surtout le delta entre les taux techniques qui va jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit linéaire. Je regarde la question suivante. Donc, est-ce que c'est linéaire entre passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4? Je dirais que pas exactement, mais on va s'en rapprocher. On pourrait dire, on aurait pu prendre pour hypothèse de taux technique, on était à 1%, de taux d'emprunt, on avait pour habitude d'actualiser à 0% à cette époque-là. Et aujourd'hui, on actualise autour de... je crois qu'on est à 1,75 taux technique vie, de 25 à peu près en taux technique non vie, pour des taux d'emprunt à 3,5. Donc, si on fait le delta entre les deux, on se rapproche de ce qu'on a pris pour hypothèse, et on peut partir du principe que les résultats ne vont pas varier de façon stratosphérique si on avait pris des taux de 0% et de 2,5% par exemple. Donc, concernant l'autre question de Florence sur l'âge de 30 ans retenu comme hypothèse, qui lui paraît jeune, et elle demande si c'est pondéré par les montants.
Donc, ce n'est pas pondéré par les montants parce que là, on n'a pas retenu une distribution de la production en fonction à la fois des durées et des âges de souscription. Pour simplifier le sujet, on a pris effectivement un emprunteur type, 30 ans, qui correspond effectivement plutôt à un primo-accédant qu'à un secondo-accédant. Mais bon, ça reste une hypothèse et les travaux supplémentaires qui pourraient être menés dans la continuité des travaux qui sont aujourd'hui présentés consisteraient effectivement à avoir une approche un petit peu plus fine des emprunteurs avec une distribution à la fois des capitaux, des durées et des emprunts. Et finalement, ça rejoint les autres questions. Il y a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de sensibilités qu'on aurait pu faire et qui n'ont pas été intégrées dans l'étude. Donc l'âge notamment, l'âge a été présenté par Clément, mais on aurait pu ajouter une sensibilité sur la matrice de déformation. Pardon Vincent, j'anticipe peut-être les questions. Je sais que c'est toi qui normalement qui les présente, mais il y a une question sur la matrice de déformation. Donc on aurait pu effectivement faire aussi une sensibilité sur ce point-là. Ici, on a une matrice que j'appelle assez classique, avec des coefficients qui sont assez élevés, qui vont jusqu'à peut-être 150% en début de prêt et qui diminuent naturellement en fin de prêt. Mais ça souligne le fait que pour chaque portefeuille, il y a des caractéristiques qui ne sont pas forcément les mêmes que sur d'autres portefeuilles. Et ça rejoint la conclusion de Clément. Il est indispensable de faire des analyses précises au cas par cas pour tous les acteurs du marché. Sinon, une autre question de Michel, que je salue également, qui s'interroge sur le S sur P cible de 45 au regard des réflexions de la CPR sur la value for money. Alors, c'est moi qui ai demandé effectivement à rajouter cet aspect-là pour avoir une approche complémentaire, en ce sens que les S sur P initialement étaient calculés uniquement sur la prime pure, ou quasiment pure, parce qu'il y a simplement une marge technique de 10% qui est intégrée, donc on est quasiment sur une prime pure. Donc l'objectif de cette mesure était d'avoir une vision peut-être un petit peu plus cohérente avec les indicateurs qu'on a tous les uns les autres l'habitude de maîtriser, et donc de rapporter le S sur P plutôt sur une notion de prime commerciale. Alors pourquoi 45 plutôt que 40, plutôt que 50? C'est un choix complètement arbitraire et qui n'engage que nous, naturellement. Une autre question de Frédéric qui s'interroge sur la revue de portefeuille qui est mentionnée sur le slide à l'écran, en faisant la remarque tout à fait pertinente qu'on n'est pas dans le cadre d'un tarif révisable, mais des tarifs fixes. Donc, est-ce que ça veut dire que ces révisions de portefeuille concerneraient donc uniquement les affaires nouvelles? C'est plutôt sur les nouvelles générations, en effet, que c'était sous-entendu ici, hein, puisqu'évidemment, on n'a pas la main sur le stock. Mais les impacts qu'on a présentés précédemment sont sur un contrat. C'est l'impact qu'on présente entre un contrat qui serait souscrit à 1% et un contrat qui serait souscrit à 4%. Et donc, c'est bien sur les nouvelles générations où il y a un travail à faire. D'autant qu'on est quand même dans le cadre français de crédits qui sont à taux fixe, ce qui est l'hypothèse qui a été présentée ici. Donc, les taux, toutes les générations en cours restent tarifées, on le verra plus tard, resteraient avec un taux d'intérêt de 1. Il n'y a que les nouvelles générations, les nouveaux crédits qui seraient à 4. C'est vrai que le marché comporte aussi une petite poche de prêts à taux variable, mais c'est tellement faible que ça n'a pas fait l'objet d'une étude spécifique. Donc, à part l'actualisation sur les encours, l'impact qu'on a vu sur le coût du risque d'essai, le coût du risque arrêt de travail, ne reste identique pour les générations en stock. Ça n'impacte que les nouvelles générations. Donc, comme il n'y a pas de nouvelles questions, je vous propose de passer à la deuxième partie qui sera présentée par Gatien. Merci Vincent. Du coup, je prends la suite sur la présentation. Donc là, ce qu'a présenté Yannick et Clément, c'est globalement en fait l'impact en fait sur la hausse des taux techniques, donc sur un prêt, mais en vision actualisée, c'est-à-dire qu'on
voilà, on a tout actualisé, on a regardé l'impact sur le S/P d'une génération et dans la globalité de sa durée de vie. Et donc là, ce qu'on cherche à faire à partir de maintenant, c'était de créer donc un portefeuille fictif, donc avec un cumul de générations et de voir un peu l'impact sur le résultat technique, et notamment sur les 5 premières années, voir un peu comment ça se déforme. Donc, comment on a fait ça? On va donc pendant 20 ans, entre donc des générations 2004 à 2023, on suppose qu'il y a un environnement de taux à 1% qui est constant, et donc toutes les générations sont souscrites à des taux d'emprunt de 1%, avec, comme l'a présenté Clément, une seule tête commune, donc d'âge 30 ans, une durée de contrat de 20 ans et un capital initial de 250 millions. Et donc, à fin 2023, on simule une hausse soudaine des prêts, donc un peu ce qu'on a pu voir dans la vraie vie. Et les nouvelles générations donc, de New Business, si on peut appeler ça comme ça, sont à des taux d'emprunt de 4%. Et il faut noter aussi qu'à partir de l'année 2024, donc, qui est finalement le rythme de croisière avec un cumul de 20 générations, donc toutes les générations, y compris celles du stock, sont impactées donc, par la hausse des taux d'actualisation, donc de 75% du taux d'emprunt, donc de 0,75 à 3%, et donc en lien avec la hausse de crédit. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est à partir de ce moment-là, quel impact donc, la hausse des taux a-t-elle sur un portefeuille arrivé à maturité? Et donc là, les conclusions sont un peu différentes selon la tarification. Donc, pour le rappel du scénario, on vous présente ici donc, des générations, donc un portefeuille avec 20 générations avec des taux 1%, la hausse des taux soudaine à 15%, et une nouvelle génération de souscription donc à des taux de 4%. On a visé un résultat technique central de 10%. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'impact de la hausse des taux en fait un impact, la hausse des taux a un impact différent selon l'année dans laquelle on se situe, notamment selon si on est en 2024 ou si on est en année ultérieure. Donc en 2024, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a une hausse des taux donc soudaine de 1% à 4%, et notamment de l'effet actualisation. Et cet effet actualisation, on va relâcher une grosse partie en fait, des PSAP et des PRC, donc selon la tarification, qui peuvent être plus ou moins importantes, et qui vont venir faire augmenter le résultat technique suite à En fait, on va mieux actualiser les PSAP et on va relâcher une partie des PSAP en résultat technique. Donc, c'est ce qui se passe sur l'année 2024. On a un effet PSAP donc, qui est positif sur le résultat technique. En prime CRDH atteint, donc ce qui est présenté ici, en fait, on a très peu de PRC, puisque en CRDH atteint, les primes sont davantage adossées au risque, donc on a moins de PRC, donc peu de résultats techniques liés à ce relâchement de PRC. Et on a tout de même un effet un peu négatif qui est la nouvelle génération 2024 avec la hausse de la PRC, puisque en fait, cette nouvelle génération qui a un taux d'emprunt à 4% a une rentabilité plus dégradée que les autres générations. Et ensuite, donc, pour les années après 2024, donc on n'a plus cette hausse, ce delta d'actualisation et du coup entre 2 ans et par conséquent ce relâchement de PSAP et de PRC, pardon. Et par conséquent, les seuls effets qu'on a, c'est un cumul des nouvelles générations avec une hausse des PRC au fur et à mesure qui dégrade le résultat technique. Donc ça, c'est pour la partie CRDH atteint. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur la partie sur une tarification CRDH souscription? En fait, les messages sont plus ou moins les mêmes, mais accentués. Donc la première année, on a toujours cet effet de PSAP où on a la baisse des PSAP qui est liée à la hausse de l'actualisation, notamment donc sur le stock. On a cette fois-ci un effet PRC qui est beaucoup plus important que sur une tarification CRDH atteint.
et notamment parce qu'en CRDH souscription, comme les primes sont adossées au CRD qui est le plus haut donc en début de prêt, on va avoir une vitesse d'acquisition des primes qui est très importante en début de contrat. Et par conséquent, on va avoir des stocks de PRC qui vont se constituer au fur et à mesure du contrat, de telle sorte que à fin 2023, sur les 20 générations de stocks, donc avec des prêts à 1%, on a un stock de PRC qui est très important en portefeuille. Et ce stock de PRC va être donc soumis à cette hausse de l'actualisation qui est très bénéfique sur l'année 2024. Et pour les années ultérieures à 2024, en fait, c'est la même chose c'est le même message que sur en CRD âge atteint, où en fait, là, c'est la hausse de la PRC et des PSAP sur les nouvelles générations qui dégradent au fur et à mesure le résultat technique. Et enfin, donc la dernière tarification, qui est la tarification capital initial, cette fois-ci, on n'a pas ce pic en fait en 2024 lié à la hausse de l'actualisation. Et pourquoi? Alors, on a toujours cette fois-ci cet effet PSAP et PRC où on va relâcher un petit peu de résultats techniques liés à la hausse de l'actualisation. Mais cette fois-ci, en fait, c'est bien l'effet PRC donc de la génération 2024 qui, cette fois, on va doter beaucoup plus de PRC sur la génération 2024 parce qu'elle a en fait, en capital initial, il y a une rentabilité qui est plus dégradée par rapport aux autres tarifications. Et c'est cet effet-là sur l'année 2024 qui va l'emporter par rapport au relâchement de PSAP et de PRC. Et donc, dès 2024, on a une baisse du résultat technique qui est tout simple. Et ensuite, donc, à partir sur les années 2025 et ultérieures, cette fois-ci, c'est la même conclusion que sur les autres tarifications, c'est la hausse de la PRC et des PSAP avec les nouvelles générations à 4% et qui dégradent au fur et à mesure le résultat technique en insistant que en capital initial, cette dégradation de résultats est beaucoup plus importante que sur les deux autres tarifications où les primes absorbent une partie du risque avec l'écoulement du CRD, ce qu'a pu présenter Clément. Donc voilà, donc ça c'est un premier résultat donc de comment se déformerait un résultat technique selon les trois types de tarification avec une tarification en CRDH atteint à souscription, un pic sur l'année de hausse des taux avec un relâchement de PSAP et de PRC qui l'emporte, puis après une dégradation progressive de la sinistralité. Il y a quand même une hypothèse qui est assez forte qu'on a prise, c'est qu'on a considéré une production donc identique des prêts à 4% post-hausse des taux. Et comme l'a présenté Yannick, cette hypothèse, elle reste pour le moins contestable au regard de la baisse des prêts contractés qui ont été observés sur l'année 2024, donc quasiment moins 60% de mémoire. Donc pour la suite, on a fait donc une sensibilité à la production des prêts et on considère 50% donc, de la production centrale à partir de 2024, qui globalement est ce qu'on a pu être observé. Et donc là, la question qu'on peut se poser, c'est comment les trajectoires de résultats techniques se déforment-elles avec une baisse de production? Et donc avant de répondre, parce que les résultats ne sont pas tout à fait... il y a certains résultats qui sont surprenants. En fait, il convient de regarder un peu comment on acquiert le résultat technique sur un portefeuille à 4% en constitution. Donc là, le graphique de gauche, il vous présente en fait, le résultat technique cumulé donc en pourcentage d'un cumul donc de génération à 4%. Donc le premier point correspond à une génération, deuxième point à 2 générations, etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en capital initial, qui est la courbe en fait en négatif, le résultat technique il est négatif dès la première année, puisqu'en fait,
on dote en PRC une grosse partie de la dotation en PRC, donc vient dégrader le résultat technique, alors que pour les tarifications en CRD, H-souscription et CRD H-atteint, on a des niveaux de rentabilité, quand bien même le nouveau prêt est à 4% et qu'on observe donc la hausse de la sinistralité comme on a pu le voir, bah les premières années, on a quand même des rentabilités, des résultats techniques qui sont positifs. Et donc, pour le premier cas, CRDH souscription, en fait, c'est dû au fait qu'on a des niveaux de primes en première année qui sont très importants et qui permettent de dégager un résultat technique positif. Et en CRDH atteint, on a une dotation en PRC qui est plus faible du fait que on adosse un peu mieux le risque en CRDH atteint. Et donc, par conséquent, qui génère quand même du résultat technique. Mais dans tous les cas, le résultat technique donc, cumulé du portefeuille et tend quand même vers des niveaux négatifs, voire zéro, donc avec une rentabilité initiale de 10%. Du coup, une fois qu'on a dit ça, quels impacts ça peut avoir sur le résultat technique si on compare une production de moitié versus une production centrale identique? En capital initial, ce qu'on a vu, c'est que le résultat technique dès les premières années est négatif, donc sur les générations à 4%. Et donc, par conséquent, si on réduit de moitié donc, la production des générations à 4%, on va réduire également de moitié les pertes. Donc, c'est ce qu'on peut observer sur le graphique de gauche. Cependant, donc, en CRDH atteint, alors la conclusion est identique pour CRDH souscription, mais en CRDH atteint, ce qu'on a vu, c'est que le résultat technique, il est positif sur la première année et qui après décroît sur l'ensemble de la constitution du portefeuille. Et donc, même si on réduit de moitié donc la production, en début de projection, donc après hausse des taux, ces nouvelles générations étaient tout de même un peu profitables au tout début. Et donc, le résultat technique, cette fois-ci, avec une production à 50%, il est inférieur à un scénario de production constante. Mais bien sûr, il y a toujours ce point de convergence vers un résultat de moins 10% donc en capital initial et puis de 0% en CRDH atteint. Donc, la conclusion, c'est que globalement, donc, la hausse des taux, elle peut avoir un impact très néfaste donc, sur la rentabilité d'un portefeuille emprunteur en cas de non-ajustement tarifaire. Donc, les projections sont très sensibles aux hypothèses et les effets donc, variables par rapport aux caractéristiques du portefeuille, comme a pu le dire Yannick. Et donc, effectivement, on en remet une couche ici en disant que même si on arrive à faire quelques sensibilités, c'est difficile de donner des résultats qui sont une généralité pour l'ensemble des portefeuilles. Donc, il faut absolument faire des études et les résultats vont varier en fonction du type de prime. Ça a été évoqué par Clément Gatien, en fonction des garanties aussi, puisque si on a plus de couverture MNO sur un portefeuille, plus d'IPP, on va avoir un poids de l'arrêt de travail qui va être plus important. Et on a vu que l'arrêt de travail avait un effet plus néfaste que le décès sur la rentabilité. Donc, on aura des résultats encore plus dégradés que ce qui a été montré là. On est parti dans le modèle d'un stock qui a démarré il y a plusieurs années. Donc, il y a une vingtaine d'années, mais il y a beaucoup de portefeuilles qui sont plus récents que ça. Si un portefeuille a commencé sa vie il y a 5 ans, par exemple, la génération 2024 aura plus de poids dans le stock et l'effet néfaste de la génération 2024 sera plus important. Donc voilà, tous ces éléments qui font que il faut faire des études au cas par cas pour analyser la sensibilité des résultats. Et enfin, les limites du modèle, donc il y en a quelques-unes. On a modélisé déjà une génération, comme on l'a dit, à partir d'un seul contrat.
on n'a pas de dépendance entre les taux de chute et la trajectoire des taux d'intérêt. Clément en a parlé tout à l'heure. Vous savez que lorsque les taux d'intérêt baissent fortement, on a plus de chute puisqu'on a plus de rachat de crédit. Et inversement, quand on a des taux qui augmentent, on a moins de rachat de crédit. Donc ça aurait pu être ajouté dans le modèle également. On a des provisions dans le modèle qui sont calculées avec les mêmes bases techniques que celles des sinistres. Alors qu'en réalité, pour calculer les provisions, on a des bases techniques qui sont réglementaires dans la majorité des cas et qui sont plus prudentes que la réalité. Et du coup, on a un surprovisionnement et un décalage du résultat dans le temps. Et ce décalage du résultat dans le temps peut entraîner des variations de rentabilité. Donc, le résultat est finalement décalé dans le futur. Et si on actualise ce résultat avec des taux techniques plus importants, et on a encore un effet qui va venir dégrader la rentabilité du portefeuille. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. On aurait pu également intégrer un système de commissionnement variable pour atténuer les effets de baisse et de perte de résultats. Et on n'a pas de mesure d'impact d'action de remédiation, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a une conservation du niveau de tarif. Et ce qu'on observe dans la réalité des faits, c'est qu'entre 2023 et 2025, donc on était déjà sur en 2023, on était déjà sur une pente descendante en termes de tarifs appliqués sur le marché alternatif. Mais depuis cette hausse des taux, on aurait dû avoir logiquement une hausse des tarifs liée à la hausse du risque. Mais finalement, ce qu'on a vu, c'est l'effet inverse. On a plutôt une baisse continue des tarifs, même sur les 2 dernières années. Donc, l'impact sur les nouveaux tarifs potentiellement plus bas en 2025 qu'en 2023 viendra augmenter et alourdir finalement le bilan et les résultats présentés par Gatien en fin de présentation. Donc finalement, pour aller plus loin, donc bien sûr, l'idée, ce serait de prendre en compte ces limites et de les corriger, d'intégrer une approche solvabilité 2 en essayant d'estimer le coût en SCR de ces évolutions. Et bien sûr, l'idée, ce serait aussi d'analyser le comportement du marché, puisque la logique voudrait qu'il y ait une rehausse des niveaux tarifaires suite à un pilotage de la marge technique. Donc, affaire à suivre, bien entendu. Et si d'autres personnes souhaitent intégrer le groupe de travail pour alimenter les idées et nous accompagner pour aller plus loin, bien sûr, on est pas là. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Et merci Yannick pour ce teasing. Tu as rappelé qu'effectivement, le groupe de travail Assurance Emprunteur continuera ses travaux et les différentes pistes pour aller plus loin, j'espère, susciteront des vocations à partir du mois de septembre au sein du SGT12, éventuellement avec vous trois, et probablement, j'espère, avec d'autres personnes, pour continuer à creuser le sujet et en particulier essayer d'avoir une approche peut-être un petit peu plus juste de la réalité historique avec une modélisation non pas sur une seule tête, un seul prêt, mais qu'une dispersion et puis une approche effectivement plus complétée avec l'approche S2 via le coût du SCR. Donc ça, ces sujets-là seront rediscutés au mois d'octobre de cette année, avec les nouveaux membres, les anciens et les nouveaux membres du groupe de travail Assurance Emprunteur, pour éventuellement reconstituer ou enrichir le groupe et continuer à travailler sur ces sujets-là ou d'autres sujets, le cas échéant. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, vous avez été extrêmement précis et clair. Donc, je vous en remercie. En tout cas, on reste naturellement à votre disposition pour éventuellement répondre à votre question après le webinaire. Le document donc ainsi que le replay seront mis à disposition sur le site dans le courant du mois de mars. Et pour vous permettre éventuellement de reprendre le sujet. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre participation. J'espère que le sujet vous a intéressé. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Si Clément, Gatien et Yannick, vous voulez ajouter un petit mot, profitez-en avant que je coupe le micro à tout le monde. Bon, merci Vincent merci à tous. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Et puis, à une prochaine fois. Merci. Merci. Bonne soirée.